Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le décès du président de la Zambie, Michael Sata, s'est éteint à Londres à l'âge de 77 ans. Le vice-président Guy Scott devrait assurer l'intérim pendant 90 jours. Le Cap-Vert est-il en passe de devenir un modèle économique pour les investisseurs? Le pays connaît un succès socio-économique remarquable, notamment grâce aux nombreuses réformes engagées par le gouvernement. 20 décès par jour, c'est le bilan de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. Le nombre de personnes infectées ne cesse d'augmenter. Le président Ernest Bai Koroma appelle à plus de solidarité. En Zambie, le vice-président Guy Scott devrait assurer l'intérim après le décès à Londres du président Michael Sata. Le chef de l'État était hospitalisé en Grande-Bretagne depuis une dizaine de jours suite à la dégradation de son état de santé. Selon la constitution zambienne, des élections présidentielles doivent être organisées dans les 90 jours. Les développements avec Ibrahim Ndiaye. Une semaine après la célébration des 50 ans de son indépendance, le vendredi 24 octobre 2014, la Zambie vient de perdre son chef d'État, le président Michael Sata, âgé de 77 ans. Décès survenu selon les médias locaux dans la soirée de mardi à mercredi. Une disparition qui soulève plusieurs interrogations quant à l'avenir politique du pays. Son décès, 3 ans après son arrivée au pouvoir, plonge la Zambie dans une zone de turbulence et d'incertitude. Au plan politique déjà, son vice-président ne peut pas lui succéder parce que ses parents sont nés hors de Zambie et que donc il est d'origine écossaise. Donc ça pose déjà un problème. Ensuite, au sein de son propre parti, des manœuvres avaient déjà commencé, même avant l'annonce de son décès, pour savoir qui lui succédera. Donc là, on entre vraiment dans une période d'incertitude. Avec un régime politique stable et un taux de croissance économique annuel de plus de 7%, la Zambie fait figure d'exemple sur le continent. Pour certains spécialistes, le pays garderait le cap de sa croissance économique. La Zambie, qui était dans une situation économique plus ou moins stable, mais qui était travaillée par des problèmes de corruption et puis l'omniprésence chinoise qui posait problème à un certain nombre des Zambiens. Bien, tout cela risque effectivement de s'aggraver avec la mort du président, le temps de trouver son remplaçant, de continuer, au fond, d'assurer la continuité de l'État. Effectivement, il y a ce risque-là. La présidentielle étant prévue pour 2016, la présidence par intérim sera assurée par Guy Scott en attendant la tenue d'élections anticipées. La situation au Burkina Faso, un appel à la grève générale a été lancé pour ce mercredi. Le mouvement était peu suivi ce matin après la manifestation de ce mardi. Des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans les rues du pays pour protester contre un projet de révision constitutionnelle permettant le maintien au pouvoir du président Blaise Compaoré. Écoutez la déclaration de Tahirou Traoré, secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'éducation qui a organisé la marche de ce matin. La manifestation s'est très bien déroulée. Il y a eu de la mobilisation. Nous avons pu organiser la marche comme on le voulait. Nous avons pu également tenir notre meeting et le message que nous avions à délivrer a été fait. Alors, nous pouvons dire que c'est une satisfaction. Nous ne sommes pas encore à la fin de la journée parce que c'est une activité que nous avons voulu nationale. Nous attendons au fur et à mesure le bilan des activités au niveau des différentes régions de l'intérieur du pays. Et l'Assemblée nationale examinera jeudi le projet de loi visant à modifier la loi fondamentale pour faire passer de 2 à 3 le nombre maximum de quinquennats présidentiels. En Afrique du Nord, c'est jour de grève nationale au Maroc. Pour la première fois, les 3 plus importants syndicats de travailleurs, l'UMT, la CDT et la FDT, ont appelé à un arrêt de travail de 24 heures dans le secteur public, privé et agricole. Les syndicats reprochent au gouvernement d'Abdallah Ben Kiran la hausse des prix et la planification d'une réforme du système des pensions qui prévoit notamment l'augmentation de l'âge de départ à la retraite. Faire du développement économique un facteur de paix et d'intégration régionale, c'est l'objectif des bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement ou encore la Banque islamique de développement. Ces institutions ont décidé de lever 8 milliards de dollars en faveur de la Corne de l'Afrique, des fonds consacrés notamment à la construction d'infrastructures et à l'amélioration du système de santé. Ibrahim Ndiaye. 8 milliards de dollars pour la Corne de l'Afrique.
Ce lundi 27 octobre, plusieurs partenaires du continent africain, notamment la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et l'Union européenne se sont engagés à verser plus de 8 milliards de dollars pour stimuler la croissance économique et réduire la pauvreté dans 8 pays de la Corne de l'Afrique. Des fonds qui permettront de soutenir le développement des infrastructures. Ce budget devrait également permettre d'améliorer le système de santé, l'éducation, la formation professionnelle ou encore l'accès à l'énergie. Nous sommes dans la Corne de l'Afrique parce que le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et moi partageons la conviction selon laquelle la paix et le développement doivent aller de pair. Ce que nous comprenons, c'est que lorsque les sociétés sont pacifiques, ils arrivent à se développer. Mais nous savons également que lorsqu'il y a des emplois, lorsque le système social et sanitaire fonctionne, lorsqu'il y a une bonne éducation, il y a bon espoir d'une paix longue et durable. L'économie de certains pays dans la Corne de l'Afrique connaît un dynamisme sans précédent, mais des difficultés existent malgré les ressources naturelles. Un paradoxe qui s'explique par l'existence de conflits armés, comme en Somalie, minés par les attaques terroristes des miliciens Shebab. Cet investissement intervient dans une région pleine de contrastes, qui contient aussi bien des pays en croissance à 2 chiffres, c'est le cas de l'Éthiopie et du Kenya, des pays en conflit armé, c'est le cas des 2 Soudans, et des pays victimes du piratage maritime et du terrorisme, c'est le cas de Djibouti et de l'Érythrée. Les fonds, des bailleurs de fonds serviront donc à réaliser des investissements structurants, de nature à maintenir un climat durable de stabilité. Par ces investissements transverses, ils favoriseront aussi l'intégration régionale et permettront de développer le potentiel minier de la région ainsi que le potentiel pétrolier afin de faire naître un tissu industriel de transformation. Un seul bémol, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des promesses de bailleurs de fonds, la totalité des fonds ne sont pas libérés. Ce financement devrait également contribuer à la réalisation de projets régionaux, de pipelines et d'infrastructures routières reliant l'Ouganda, le Kenya et le Soudan. La Banque islamique de développement a promis également 1 milliard de dollars pour le développement des infrastructures, la sécurité alimentaire à Djibouti, en Somalie, au Soudan et en Ouganda. Le Cap-Vert est devenu l'un des exemples à suivre en Afrique pour les partenaires internationaux. Le pays connaît un succès socio-économique remarquable, notamment grâce aux nombreuses réformes engagées par le gouvernement. Cependant, pour l'archipel, l'aide internationale est encore nécessaire, comme nous l'explique Aminata Diak. Le Cap-Vert, un bel exemple des réussites africaines. Depuis 2007, le pays a quitté le groupe des pays les moins avancés, avec une économie principalement orientée vers les services, avec le commerce, les transports, le tourisme. L'archipel est devenu un partenaire privilégié des bailleurs de fonds, un succès qui a requis au préalable de nombreuses réformes. Depuis 2003, nous avons développé une stratégie qui a pour but de transformer en profondeur le contexte socio-économique du Cap-Vert. Nous avons par exemple baissé la fiscalité pour les entreprises comme pour les particuliers, mais nous avons dans le même temps étendu l'impôt au maximum pour que tout le monde ait l'impression de contribuer à la marche du pays. Les autorités ont pour ambition de faire du Cap-Vert un pays moderne, répondant aux critères de compétitivité imposés aujourd'hui par l'économie mondiale. Un projet qui, selon le chef du gouvernement, se fera avec les Cap-Verdiens placés au cœur des préoccupations nationales. Pour atteindre et conserver un tel équilibre, il faut permettre à la société civile de jouer le rôle qui lui revient, de l'autoriser à mettre la pression sur les gouvernants, comme c'est le cas dans notre pays. Notre vision en matière de développement est de faire du Cap-Vert un prestataire de qualité dans les services, d'abord dans le tourisme qui reste aujourd'hui le moteur de notre croissance, mais également dans la finance et les technologies de l'information et de la communication. Le Cap-Vert est aujourd'hui cité comme étant l'un des exemples à suivre en Afrique en matière économique. Cependant, le pays est confronté au changement climatique et ne dispose d'aucune autre ressource que ses habitants. Le pays a également recours au marché international pour satisfaire pratiquement tous ses besoins alimentaires. Pour exemple, seuls 4 des 10 îles de l'archipel peuvent soutenir une production agricole pendant les périodes de pluie normales. L'Organisation mondiale de la santé confirme que sur une 50aine de centres de traitement d'Ebola prévus, une 20aine reste encore à pourvoir en personnel médical étranger. En Sierra Leone, le nombre de personnes infectées par le virus ne cesse d'augmenter. On y recense une 20aine de décès par jour. Écoutez le président de Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, qui appelle à plus de solidarité dans la lutte contre Ebola.
La maladie est loin d'être vaincue encore. Nous en savons beaucoup aujourd'hui, nous savons ce que nous devons faire à chaque étape du chemin, nous savons aussi ce dont nous avons besoin. Nous demandons juste à ce que chacun se joigne à nous pour que nous puissions donner un coup final à cette lutte. Et lorsque nous aurons donné à cette lutte le coup final, je suis sûr que nous aurons vaincu Ebola. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.